En fait, la RSE, c'est un peu la colonne vertébrale de Terre Idéale. On a décidé d'être une entreprise qui n'est pas une entreprise auto-centrée, une entreprise qui vit dans son environnement, sur les territoires qui nous hébergent, avec nos parties prenantes, avec l'ensemble des écosystèmes et de l'environnement de l'entreprise. En tant qu'entreprise, on pense avoir une responsabilité d'employeur, une responsabilité de prestataire, une responsabilité d'entité en tant que telle. Et donc, en fait, on a bâti Terre Idéale autour de plusieurs piliers, dont un des piliers est l'utilité. Nous avons la chance d'avoir des métiers qui sont de fait utiles aux gens dans leur vie quotidienne. Mais encore faut-il bien les faire, ces métiers. Et donc, notre souhait, c'est d'exercer notre métier d'entrepreneur, de pratiquer ces domaines d'expertise de façon avec ce filigrane de responsabilité sociétale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au-delà évidemment du respect des contraintes, des normes réglementaires au niveau environnemental par exemple, on souhaite exercer nos métiers de façon à faire de l'écologie, à être favorable à l'écologie, favorable à la biodiversité par exemple, j'y reviendrai tout à l'heure. On souhaite exercer ces métiers en privilégiant tout ce qui est circularité par exemple, c'est-à-dire la problématique d'économie de ressources, mais aussi des réemplois, etc. On a des métiers qui le permettent, si on décide de le faire de façon proactive, on va dire. On veut exercer ces métiers également en lien direct avec, je parlais des parties prenantes tout à l'heure, avec peut-être des entités qui nous ressemblent moins. Nous pratiquons en partenariat, en coopération avec le monde de l'insertion, avec le secteur protégé. Ça, c'est quelque chose qui est très très fort. Et on a énormément de parties prenantes en coopération avec nous. Et voilà. Et puis, on souhaite aussi exercer notre métier d'entrepreneur de façon la plus indépendante possible. En fait, la RSE, je parlais de colonne vertébrale tout à l'heure, je pense que c'est un peu la promesse de Terre Idéale. Mais c'est une promesse qu'on exerce, qu'on vit au quotidien, qu'on a la possibilité d'exercer dans chacune de nos actions et de nos décisions. Et de ce fait, comme c'est un vrai truc, c'est aussi du business. C'est-à-dire que c'est un moteur de développement pour l'entreprise. Et ça, c'est très très fort parce que ça nous permet de développer aussi durablement la boîte en faisant du business vertueux, entre guillemets, avec ce fameux pilier d'utilité sociétale. L'initiative qu'on a prise et qu'on peut raccrocher à notre proactivité en matière de RSE, c'est de se dire la biodiversité, la diversité du vivant représente aujourd'hui, alors c'est reconnu maintenant, il y a 15 ans ça l'était moins, un enjeu en fait majeur au niveau de la planète. Quand on dit un enjeu majeur, c'est un enjeu en termes patrimonial au niveau de la nature, donc de préservation des écosystèmes. Ça, c'est classique quand on parle de biodiversité. Voilà, maintenant, on réalise au niveau national, international, que la biodiversité, c'est aussi un élément majeur de l'avenir alimentaire de la planète. Et puis, plus récemment, on commence à entendre que c'est également un sujet par rapport aux aspects sanitaires, que l'érosion de la biodiversité peut générer, effectivement, ou favoriser des pandémies de ce type. C'est un ingrédient majeur aussi de nos métiers, de l'espace vert. Et donc, il y a 15 ans, on a pris la décision, donc c'est une vraie décision, de se dire la biodiversité, c'est à la fois une finalité de notre métier, c'est-à-dire que si on fait notre métier de paysagiste correctement, on est capable d'être favorable à remettre de la nature, de la diversité, du vivant, animal, végétal, dans nos espaces de vie et de travail. La diversité du vivant dans les espaces verts crée des équilibres au niveau des écosystèmes et fait que les végétaux, notamment, se débrouillent un peu tout seuls, fait qu'il y a de la diversité et dans le sol et des sols vivants, et fait que en fait, le végétal est en bonne santé sans avoir besoin de recourir aux pesticides. Donc la biodiversité, il y a 15 ans, on s'est dit c'est à la fois une façon d'œuvrer et d'être utile, et c'est à la fois un ingrédient majeur pour faire notre métier de façon écologique. Il y a 15 ans, on a décidé de commencer à travailler sur la suppression des pesticides et donc de recourir à un certain nombre de solutions qui est basée avant tout sur
les équilibres dans les milieux. Et là, la biodiversité a toute sa place, hein, c'est-à-dire qu'on réintroduit une diversité végétale et des abris, des milieux qui sont capables aussi d'accueillir des insectes auxiliaires, bref, une faune qui est également utile. Donc on recrée de la nature en supprimant les pesticides, on recrée de la diversité végétale, et ça s'accompagne derrière d'une gestion, on va dire, un peu différente des espaces, différente et différenciée, c'est-à-dire qu'on se repose la question de l'utilité de l'entretien. Se poser la question de l'utilité de l'entretien, c'est avoir des pratiques moins intensives, donc plus extensives, sur certaines zones quand ça le permet, dégager la marge aussi peut-être de manœuvre pour être plus intensif à l'endroit où on a vraiment besoin parce qu'il faut libérer l'espace, il faut que ce soit tout le temps nickel, etc. Hein, mais donc on gère de façon, avec un peu plus d'ingénierie, on va dire, les espaces qu'on nous confie. Et puis le recours aux pratiques extensives, ça nous permet aussi de piocher un peu dans les pratiques agricoles d'ailleurs, en allant chercher par exemple l'usage de l'animal, hein, pour faire de l'éco-pâturage par exemple, dans les zones où on a la possibilité de le faire sans avoir recours à une tondeuse ou à un broyeur. Donc là c'est hyper intéressant parce qu'on fait rentrer l'animal dans les espaces de vie ou de travail des gens quand on travaille par exemple dans un espace d'entreprise, mais aussi recours à l'animal aussi pour remplacer un tracteur. On fait aujourd'hui du désherbage mécanique tracté par des chevaux. On fait de la gestion de la propreté d'espaces verts, à ramasser, à vider des corbeilles, etc. dans certains espaces tractés par une ânesse. Voilà, donc on arrive à remplacer aussi l'énergie thermique par l'énergie animale. Donc ça c'est favorable environnementalement, mais c'est aussi favorable à la biodiversité parce qu'on redécouvre certaines races de moutons, certaines races de chevaux, certaines races d'ânes qui sont en risque de disparition et qui font partie aussi de la biodiversité. C'est-à-dire qu'il y a des moutons qu'on élevait avant pour leur laine, qui ont failli disparaître parce que pour leur laine, la laine c'était plus intéressant, et on les redécouvre en éco-pâturage avec voilà, un mouton parfait pour lui faire faire ce qu'on doit lui faire faire. Donc ça aussi c'est l'histoire de la biodiversité, on est très très proactif sur ce sujet en travaillant sur la biodiversité qu'on appelle domestique et en réintroduisant des races animales issues de l'élevage et des variétés végétales issues du maraîchage, hein, issues de l'agriculture, des variétés végétales qui risquent de disparaître et qu'on réintroduit aussi dans leur milieu d'origine pour voilà, les sauver du risque de disparition. Ça aussi c'est un enjeu majeur de la biodiversité et notre métier le permet. Et tout ça en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on arrive à le faire donc, dans les espaces verts qu'on nous confie. Et les espaces verts qu'on nous confie, c'est toujours chez les gens. Alors c'est chez les gens, par exemple, dans de l'habitat collectif. C'est dans des espaces urbains, donc quand c'est une collectivité locale qui nous confie les espaces verts en gestion. C'est aussi et surtout dans les espaces d'entreprise, là où les gens bossent en fait, où en fait on remplace petit à petit du gazon et du béton par des nouveaux lieux, hein, où on réintroduit de la diversité végétale, j'en ai parlé, on réintroduit des potagers conservatoires où on a des variétés végétales en conservation, on fait participer les salariés de l'entreprise à ces jardins, on organise toute une série d'animations et de moments entre midi et 2, par exemple pour les salariés de l'entreprise, où on a des prises de parole très très courtes mais très pratico-pratiques, autour du jardin, où on explique le végétal, on explique l'importance de la diversité végétale, on explique le sol, on explique comment cultiver une salade, on explique des tas de choses en fait. Et ça embarque les gens. Et ce qui est hyper intéressant pour nous, c'est que déjà ça nous différencie parce qu'on est un peu avant-gardiste là-dessus. Mais ça nous permet aussi de revaloriser considérablement notre métier. Parce que quand je vous parle de biodiversité, on est très loin de l'image qu'on se fait d'un paysagiste avec une tondeuse ou avec une tailleuse. Voilà. Paysagiste, dans l'esprit de certains, c'est je tonds, je taille. Voilà. Nous, là, on parle d'autre chose, hein, et on donne un autre sens à notre métier. Et travailler chez nos clients, avec nos clients, ou si on reparle du monde de l'entreprise industrielle, par exemple, avec les salariés de nos clients, ça nous permet d'avoir un autre lien, hein, un autre ancrage avec nos partenaires et ceux qui décident de nous faire confiance.
Le premier frein qu'on a rencontré, c'est le sujet de la suppression des pesticides, parce qu'il y a eu beaucoup de dogmatisme autour de ce sujet. Et l'entreprise, de la même manière, hein, l'entreprise a plus de 50 ans, on a fait comme les autres. Hein, c'est-à-dire qu'on a utilisé les herbicides pour désherber, les fongicides, on a utilisé ces produits. Et en fait, il y a eu quand même pas mal de lobbying autour de ces pratiques, et ça a la vie dure. Donc on a rencontré un certain dogmatisme chez certains de nos clients, donc il a fallu beaucoup de temps pour certains pour les convaincre. Donc c'est passé par des phases expérimentales, de démonstration, comme quoi c'était possible, etc. Beaucoup de pédagogie autour de ça. Donc voilà, ça c'est peut-être le premier frein. Le deuxième frein, c'est qu'on a commencé très tôt. Et donc essuyant les plâtres, ça nous a coûté, voilà, clairement. Mais ça participe aussi de notre vision. Et donc on a décidé de prendre de l'avance. On a investi en fait. Aujourd'hui, on a eu raison. Et on est fiers. Peut-être qu'un autre frein que je pourrais citer, c'est le temps. Quand je dis le temps, c'est classiquement l'espace vert, le paysage. On a des contrats de durée assez courte. Et là, on est en train de parler, quand on parle de biodiversité, de gestion différenciée des espaces, de changement de la nature et des fonctionnalités de certaines zones dans les espaces verts, ça demande du temps. Ça demande de construire un plan de gestion, et donc il y a besoin de durée. Voilà. Donc notre écueil parfois, c'est la durée courte de nos contrats qui réduisent notre capacité à investir aux côtés de nos clients, justement pour transformer ces espaces. Puis peut-être le dernier frein, c'est lié au changement d'habitude chez nous, au niveau de certains de nos jardiniers. Alors, on a la chance d'avoir une entreprise où les gens sont fidèles, donc on a beaucoup de jardiniers qui sont là depuis très longtemps, qui ont connu les pratiques très horticoles et très ornementales. Et donc forcément, ces gens-là, il a fallu les accompagner pour leur faire accepter de changer leur façon de travailler et changer leur outillage, leur vision du végétal, etc. Voilà. Donc ça, c'est les freins principaux. Après, on a eu des tas de leviers. C'est vrai qu'on a la chance d'être une entreprise de taille plutôt importante et qui donc s'est donné la possibilité d'investir aussi dans des ressources que je vais qualifier de transversales, avec notamment des experts qui viennent d'ailleurs, des experts naturalistes notamment, des experts plutôt du monde agricole, qui ne sont pas directement opérationnels, mais qui sont là pour tirer l'entreprise vers le haut, pour continuer d'innover et pour accompagner justement les gens de terrain en situation commerciale pour convaincre des clients ou en situation de formation pour former nos opérateurs. Voilà. Le premier bénéfice, c'est notre différenciation, hein, la différenciation de notre offre. La biodiversité est au cœur de nos pratiques et donc au cœur de notre offre. Et donc, comme on crée de la valeur, on arrive, par exemple, à gagner des marchés, à convaincre des clients, en étant ce qu'on appelle mieux-disant, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément... on gagne en proposant de la valeur, et non pas en étant forcément les moins chers. Donc ça, c'est hyper important, parce que ça nous permet aussi d'avoir un métier qui reste valorisé en interne, avec des conditions d'intervention de nos opérateurs qui sont bonnes. Donc voilà, ça c'est un premier bénéfice. Il y a vraiment clairement un effet de développement de nos métiers et convaincre de nouveaux clients. Parmi eux, je pense que par ce biais-là, on arrive à avoir aujourd'hui des clients qu'on peut nommer clients RSE, voilà. Notamment dans le domaine de l'entreprise. Beaucoup d'entreprises, de grandes entreprises, qu'on pourrait appeler grands comptes chez nous, nous font confiance aujourd'hui, bien sûr pas notre capacité à intervenir partout en France, mais aussi parce qu'on propose des solutions dont ils vont pouvoir se servir pour alimenter eux-mêmes concrètement leur propre stratégie de développement durable. Et en fait, là aussi, on a la chance d'avoir un métier où les choses se voient, les choses se vivent. C'est concret, c'est sur les sites. Et quand vous faites un potager conservatoire dans un siège social, clairement, le développement durable prend une tournure très très concrète que les gens voient au quotidien, là où ils bossent. Donc de ce fait, on arrive effectivement à convaincre un certain nombre de grands clients grâce à ça. Et puis peut-être un dernier bénéfice, c'est plutôt côté employeur de ce fait.
Je pense que ça fait partie de cette vision-là de notre métier, nous permet d'attirer des gens qui partagent cette vision et d'attirer des talents avec des gens qui veulent mettre du sens dans leur façon de faire ce métier. Voilà. Et ça, c'est hyper important pour nous. On a forcément des indicateurs qui mesurent nos progrès. Donc là, ce sont plutôt des indicateurs qui sont réservés à l'interne pour savoir où on en est. Tous nos contrats sont qualifiés pesticides ou sans pesticides. Aujourd'hui, on a plus de 99% de nos contrats qui sont sans pesticides. On en a encore quelques-uns sur lesquels on a des problèmes techniques, notamment sur des espaces industriels très contraints ou pour des questions de sécurité et de fonctionnalité. On n'a pas trouvé de solution technique encore. Mais c'est vraiment à la marge et pour le coup, là, on enclenche des projets d'innovation, de recherche de solutions main dans la main avec nos clients pour trouver des solutions techniques. Mais bon, voilà, donc globalement, on a 99% de nos contrats qui sont sans pesticides. Je pense qu'on est les seuls en France. Et voilà, en tout cas, c'est un indicateur de mesure qu'on a mis en place depuis 4 ou 5 ans. Après, on est plus dans du qualitatif en termes de suivi, si on parle de la biodiversité. Et notamment, on a un système de traçabilité de nos prestations quand on intervient chez nos clients, où nos jardiniers font un rapport sur une tablette. Et au sein de ce rapport, évidemment, ils disent ce qu'ils ont fait comme prestation. Mais ils ont aussi la possibilité de remonter des informations qualitatives sur l'état du site, mais aussi sur des choses remarquables en matière de biodiversité. Voilà. Donc là, il y a des remontées, évidemment, chez nous, mais aussi chez nos clients, des découvertes que l'on fait progressivement sur les sites au fil des ans, parce que justement, on a des pratiques extensives et écologiques qui font que petit à petit, la nature se réinstalle. Voilà. Donc ça, c'est une façon de tracer les choses, mais qui ne sont pas, ce sont pas des mesures statistiques pour le coup. Mon impression, c'est qu'on a plutôt renforcé l'engagement RSE qu'abandonner certains axes. Pour une raison principale, à mon avis, c'est que dans des situations anxiogènes, effectivement contraintes, où on est obligé de revisiter un certain nombre de choses, là, je pense que la RSE est un bon socle. Moi, je constate que parmi mes collaborateurs, beaucoup sont encore plus qu'avant en quête de sens. Je pense que notre colonne vertébrale, la RSE chez nous, c'est vraiment ce qui donne ce sens en fait. Et les gens se l'approprient. Bosser dans une entreprise qui se veut utile, qui veut participer à un projet de société en fait, je pense que ça donne de l'élan. Donc non, on ne l'a pas abandonné. Je vais vous donner un exemple. On a créé il y a 5 ans, qui s'appelle De Natura, et qui a une vocation, c'est de promouvoir et rendre possible des projets d'intérêt général en faveur de la biodiversité domestique. Donc les races animales élevées, issues de l'élevage, et les variétés végétales issues de l'agriculture, dont je parlais tout à l'heure, et qui sont en érosion totale. On a perdu 80% des races et des variétés en l'espace de quelques dizaines d'années. Donc c'est un sujet qui est extrêmement crucial, dont peu de gens s'occupent. Donc voilà, il y a 5-6 ans, on a créé ce fonds de dotation en disant on va aller chercher des mécènes, d'autres partenaires privés qui vont nous permettre ensemble de rendre possible des projets de protection de cette biodiversité-là. En fait, on a décidé de renforcer les moyens de ce fonds de dotation. C'est passé, on a décidé ça en comité de direction du groupe Terre Idéale en fin d'année 2020, en pleine situation de crise, où plutôt que de se dire on se replie et on se concentre sur notre business, on a décidé d'augmenter les ressources qu'on allait donner à ce fonds de dotation pour continuer à avancer sur ce sujet de biodiversité.